Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une licence de jeu vidéo, mais aussi d'un animé, puisqu'évidemment ça s'est dépeint par sa popularité et par ses fans, plus des concerts, plus masse de trucs, de merchandising et j'en passe et des meilleurs. Aujourd'hui on parle de la licence de Yoko Taro et de ses deux plus gros jeux, même si je sais qu'il en a fait bien d'autres avant, et surtout parce que tous ces univers se suivent, on va parler des jeux Nier, et plus particulièrement de Nier Automata et de Nier Replicant. Je vais être plutôt bref en ce qui concerne Nier Replicant, puisque de mon côté je n'ai pas encore complètement terminé de découvrir la licence de Nier Replicant, puisque vous savez que Replicant, pour ceux qui connaissent un peu, il s'agit d'un préquel à Automata, et puisque ça suit aussi l'univers de Drakengard avec Drakengard 1, 2, 3, puisque les univers de Yoko Taro sont tous plus ou moins des dystopies, etc. Ils se suivent avec plus de différentes fins. Bref, je vais essayer de faire ça le plus concis possible, puisque je suis pas non plus un fan hardcore et je ne connais pas parfaitement tout l'univers. Je vais essayer d'expliquer à ma manière de ce que j'ai compris de la licence et surtout par rapport aussi à la série animée Automata, qui est sortie en 2023, l'année dernière, et qui reprend cette année avec sa seconde partie, sa seconde moitié. Donc on verra bien ce que cela va donner, mais je donnerai un peu mon avis là-dessus. Donc la licence de Nier, qui est sortie c'est courant 2000, avec les fameux Drakengard, que j'ai jamais fait ni vu de let's play là-dessus, puisque je sais que je vais me faire taper sur les doigts si je dis que j'ai vu des let's play d'Automata et de Replicant. Bon, j'ai fait la route A d'Automata, mais j'en parlerai tout à l'heure. Donc Replicant, donc Yoko Taro, évidemment, son nom, je pense, ne doit pas vous être inconnu, Keiichi Okabe, le compositeur, le fameux studio Platinum Game pour Automata, Cavia, le studio de Yoko Taro qui a fermé en 2010 suite à la sortie du tout premier Nier, le fameux Nier Gestalt, sorti le 22 avril 2010 au Japon, sur 360, puis après il a changé de nom en même temps au Japon en s'appelant Nier Replicant, donc la même année mais 2 jours après je crois, quand il est sorti au Japon il portait pas le même nom qu'en Europe. Puis après il y a eu une version Replicant avec un autre studio, avec Trilogic, parce que je vous disais que Cavia, le studio de Yoko Taro, avait fermé ses portes, donc c'est le studio Trilogic qui a fait un remaster en 2021. Puis il y a eu évidemment Automata en 2017 de Platinum Games, donc qui en est la suite directe, puis avec sa version ultime qui est sortie beaucoup plus tard en 2022 il me semble. Mais voilà, c'est la Drakengard est la série principale et les Nier n'en sont que des spin-offs, puisque à la fin de Drakengard 3, si j'ai bien tout compris, il y a une des fins possibles de Drakengard 3 qui amène ensuite à la naissance de Nier Replicant, puis de Nier Automata, évidemment juste après. On espère un jour un futur autre Nier, mais c'est tellement grand, c'est tellement vaste en fait que c'est très difficile à expliquer, puisque n'ayant pas fait Drakengard 3, je peux pas vous dire quelle fin amène à Nier Replicant et quelle fin de Nier Replicant amène à Nier Automata, même si je sais qu'il y a plusieurs milliers d'années de décalage entre les deux, mais c'est important de bien lier les univers, puisque ils sont bel et bien liés déjà par des personnages récurrents. On pense à Devola, Popola, Emile et j'en passe et des meilleurs, où tous les personnages reviennent d'un jeu à l'autre. Et surtout parce que dans Nier Replicant, pour avoir vu à peu près la première moitié, vraiment, allez, on va dire 2/3 du jeu, j'ai vu à peu près 2/3 du jeu, on a beaucoup évidemment de références au gameplay de Drakengard 3, donc forcément les univers sont liés entre eux. Au niveau gameplay, on retrouve ça, on retrouve plein de mécaniques différentes, que ce soit de la 2D, que ce soit de la 3D, que ce soit du shoot 'em up. Yoko Taro, il a pensé à tous les gens qui aiment tout type de jeux différents. Il fait des références un peu partout à de grands jeux vidéo, à du Mario, à du Zelda, à plein d'autres licences de jeux, au shoot'em up, je le disais. Le shoot'em up, c'est quand même archi connu, c'est-à-dire dégommer des ennemis à droite à gauche, ce qu'on retrouve dans l'introduction de Nier Automata. Franchement, voilà, quand je parle de personnages récurrents, des personnages connus des licences, quand on pense à Replicant, on pense évidemment à Nier, le personnage principal, on pense à Yona, sa petite sœur, on pense à Kaine, bien sûr, et je le disais tout à l'heure, à Emile, qui est un personnage ultra récurrent, qui reviendra dans Automata déjà en personnage en PNJ, mais surtout aussi dans la série animée Nier Automata, comme, on va dire, personnage
de décor, mais qui permet aussi de raccrocher un peu les wagons que le jeu n'avait pas fait en montrant indirectement au personnage de Nier Automata, hein, à qui on pense quand on pense à Nier Automata, à Toby et Nines bien sûr, Eichu, j'oublie pas Eichu, j'oublie pas non plus Pascal, j'oublie pas plein de personnages, voilà, vous voyez, je connais un minimum le truc, voilà, je connais au moins les personnages récurrents des jeux, bon Toby, qui ne connaît pas au moins Toby, hein, c'est incroyable, les Yora, hein, les androïdes Yora, d'affronter les machines sur Terre, etc., donc voilà, des milliers d'années évidemment après Nier Replicant. Mais voilà, le personnage d'Emile que Nines scanne dans la série animée, ce qui n'est absolument pas le cas dans le jeu, voit tous les souvenirs d'Emile, le Emile du Nier Replicant. Donc on aperçoit Kaine, on aperçoit Nier, évidemment le personnage principal, on aperçoit Yona, on aperçoit plein de trucs. Donc on sent bien que les personnages et les univers sont liés entre eux, avec les concerts aussi, notamment le fameux concert Nier Orchestra qui est passé à Paris, que j'ai été voir. C'est une expérience inoubliable, hein, franchement, même si je connaissais pas encore complètement Replicant à ce moment-là, donc j'ai pas eu toutes les refs en ce qui me concerne les musiques, hein, les musiques de Keiichi Okabe qui étaient présents bien sûr, qui étaient là, avec Yusuke Saito, le producteur du jeu, chez Platinum Games et de Square Enix en tout cas, qui est l'éditeur du jeu bien sûr, on n'oublie pas Square Enix aussi, c'est grâce à eux qu'on les a en Europe, qu'on les a un peu partout dans le monde, hein. On parle très souvent du développeur mais on parle surtout de l'éditeur, hein, de Square Enix, car c'est grâce à eux qu'on a les jeux un peu partout dans le monde, les distributeurs en fait, hein, du jeu tout simplement, donc ils étaient tous là pour le concert, et donc voilà, l'histoire originale du concert, les musiques avec les musiques orchestrales qui me restent encore dans la tête, là j'en ai une déjà dans la tête, rien que d'en parler, voilà, il y a des musiques très récurrentes que tout le monde connaît très bien dans les jeux Nier et dans les univers Yoko Taro, mais voilà. Répliquant, voilà, je pense que je suis assez peu renseigné sur le sujet et sur l'histoire, si ce n'est l'histoire des ombres, l'histoire de Yona qui se fait emporter par le Shadow Lord, il me semble, c'est ça, les plusieurs étapes qui passent au niveau du temps, le personnage qui grandit et toutes les fins possibles. Kaine, j'adore ce personnage, surtout parce qu'elle insulte ses grands morts, tout ce qui bouge et tout ce qui existe, c'est un personnage incroyable. Emile, bien sûr, on pense à Emile, hein, qui change à peu près à la moitié du jeu, hein, qui évolue physiquement, surtout principalement physiquement, et qui du coup revêt cet attrait qu'on lui connaît si bien, avec cette tête, avec ce sourire, hein, qui devient la marque de fabrique, le logo de Yoko Taro, qui est extrêmement connu, on le voit dans les interviews, il se balade avec le masque d'Emile sur la tête et tout, donc c'est devenu sa marque, c'est devenu son logo, c'est devenu son emblème, donc ça on peut pas l'oublier. Puis Automata évidemment qui remet tout en place, avec les villes, des références à droite à gauche, que ce soit pour la série animée ou pour le jeu, hein, l'animé qui vient développer certains événements qui n'existaient pas dans le jeu. On pense aussi au manga, l'opération Pearl Harbor, j'allais dire n'importe quoi, qui donc explique quelques années avant la naissance de Toby et Nines, les toutes premières générations d'unités Yora qui se rendent sur Terre, qui sont abandonnées par Bunker et qui doivent se débrouiller et collaborer avec la résistance sur Terre. Et du coup on rencontre le premier modèle de Toby, hein, en fait un Eichu tout simplement, qui est la même Eichu qu'on voit dans Nier Automata, qui devient bien plus tard un des personnages centrales de Nier, même si elle est introduite très rapidement, je crois elle est dans la route A et B, je crois qu'elle est très vite expédiée, on la voit vite fait, puis après elle revient, mais on la joue carrément, on vient à jouer le personnage qui devient central dans le jeu, et donc Eichu est bel et bien la toute première unité numéro 2 qui fuit, qui déserte les unités Yora, et c'est bel et bien elle qu'on voit non seulement dans les flashbacks de Lily, la nouvelle chef de la résistance dans la série animée, qui n'est pas présente dans le manga, mais du coup le manga lui vient bien compléter ça, qui se passe, je crois, c'est bien quoi, une dizaine d'années peut-être avant l'arrivée de Toby et Nines sur Terre, donc c'est une mission qui a eu une importance incroyable et qui a donné naissance à un personnage incroyable aussi. Donc on voit tout ce qui s'est passé avec la résistance et tout ce qui en découlera plus tard, notamment grâce à la série animée. Je trouve ça très bien que l'animé l'ait développé de cette façon-là, l'animé qu'on aime ou qu'on n'aime pas bien sûr, hein.
de par les reports qu'il y a eu et j'en passe et des meilleurs, la qualité, voilà, moi je trouve ça très bien. A1 Pictures a fait du bon boulot avec le temps qu'ils avaient, et malgré que la qualité, malgré que la production de la série était un enfer, et on espère que la partie 2 le sera un peu moins quand même, mais voilà, l'univers d'Automata, qui n'a pas vu au moins un let's play dessus, je sais, voilà, je le disais tout à l'heure, je sais très bien qu'il y en a qui diront faut faire absolument Automata, ce n'est pas qu'un jeu qu'on joue, c'est une histoire qu'on vit, c'est quelque chose à vivre, c'est un univers, et c'est un jeu à vivre soi-même. Mais je trouve ça aussi très bien puisque c'est très cinématographique. Je trouve ça aussi très bien pour ceux qui n'ont pas envie d'y jouer soi-même, de pouvoir voir un let's play. Et surtout parce que Atomium le fait très bien. Ouais, je parle d'Atomium parce que c'est quand même le let's play le plus connu. Et c'est grâce à lui que je découvre aussi Répliquant et que j'aurais peut-être au moment de la sortie de cette vidéo vu l'intégralité du let's play de Répliquant et de toutes ses différentes fins. Donc je trouve ça très bien, si t'as pas forcément envie d'avoir manette en main ou d'acheter le jeu, d'avoir une alternative, puisque c'est un jeu très cinématographique, et grâce à Atomium qui fait les choses très bien, il nous skip les moments chiants, il nous met dans le bain du truc, il nous met bien comme il faut, il parle pas quand il faut pas parler, et tu peux profiter pleinement du jeu, et pleinement de l'univers tel qu'il faut l'être, puisque ce jeu... c'est une expérience inoubliable, tout comme le concert qui restera à jamais dans ma mémoire. Les jeux en eux-mêmes restent un univers inoubliable en eux-mêmes. Donc je remercie Yoko Taro et surtout d'avoir pu découvrir très tardivement l'univers de Nier grâce à l'anime Automata, et je me suis intéressé au jeu, puis après à Répliquant, puis voilà, faut voir comment tout ça se goupille en voyant aussi Drakengard, puisque c'est la série principale et que les Nier n'en sont que des spin-offs, revoir aussi voilà ce côté un peu aussi RPG qu'on peut ne pas aimer, je le disais, le shoot 'em up, passage à la 2D, passage à la 3D, des techniques qui avaient été mis en place aussi à l'époque de Répliquant au studio Cavia, puisqu'ils n'avaient pas beaucoup de budget pour faire Répliquant. Ils ont gardé ça. Trilogic, quand ils ont ressorti le remake, ils ont gardé toutes ces techniques qu'avait mis en place Cavia à l'époque, notamment les fondus au noir, les techniques de visual novel avec que les textes à l'écran, voilà. Tout était bien pensé, tout a été incroyablement bien pensé par un studio indépendant, et ça, on ne voit plus ça aujourd'hui. Il y a des studios indépendants, des studios tiers et tout qui font des très bons jeux aujourd'hui. Hein. L'un des derniers gros qui me reste en tête, là, le premier qui me vient en tête, c'est les Ori. J'adore ce qu'a fait, ça c'est Blue Moon, ou Blue Studio, je sais plus comment s'appelle le studio. À croire que les studios indépendants aujourd'hui, et ça le prouve encore avec moult jeux sortis par des tiers, sont mieux que des AAA. Donc Automata, l'univers de Nier en général, j'ose espérer que le prochain, si prochain il y a, ça m'étonnerait quand même vu le succès d'Automata, qui au moment du concert en février dernier a atteint les 8 millions d'exemplaires copies, alors avec copies digitales incluses, donc que ce soit les copies physiques ou digitales, on a atteint les 8 millions d'exemplaires pour une série de jeux indépendante qui n'est absolument pas une série sortie par Square Enix, hein, ça reste à la base c'est une série de jeux indépendante par Yoko Taro, c'est absolument pas une grosse série de jeux qui a été sortie par un éditeur tel que Sony, tel que Microsoft, ou tel que Nintendo. C'est une série complètement indépendante qui a été ensuite financée en partie par Square Enix parce qu'ils ont vu le potentiel du truc, ils ont vu le succès de Répliquant. Ils n'allaient pas ne pas ensuite aller éditer le jeu, tu vois. Ils ont fait confiance une fois, ils ont vu que les Drakengard ont marché, Répliquant a marché, Automata a marché, pourquoi est-ce que derrière ils financeraient pas un autre jeu? Voilà, si Yoko Taro a envie un jour de nous refaire un autre jeu, bah pourquoi pas? Tout est à retenir dans cet univers. C'est un univers sombre, c'est un univers semi-réaliste, c'est un univers qu'on peut ne pas aimer, mais voilà, je sais qu'il y en a qui aiment plus les DA colorés et tout, là on est vraiment sur de la DA assez terne, assez sombre, où on a beaucoup de nuances de gris, on a même l'univers, je veux dire, même les plaines qui devraient être chatoyantes de vert, avec l'herbe et tout n'est pas rose, au contraire, hein, tu sens clairement que le monde est dans la merde, que ça sent, dès les premières minutes, ça sent la fin du monde, tu sais qu'il va se passer un truc, et c'est pour ça que j'adore cet univers, et Automata est exactement pareil, t'es dans un monstre post-apo, tu penses pouvoir sauver l'humanité, c'est ce pourquoi les unités Yora existent, tu crois faire les choses bien, et en fait, tu sais même pas pourquoi tu te bats dans le vide, et c'est ce qui rend Automata si légendaire.
Et j'adore Nier Automata, putain. Ça me donne envie de relancer le jeu et même... J'aurais revu la série animée. Au moment où je tourne cette vidéo, je suis à l'épisode 11 de la série animée. Donc j'aurais fini très largement depuis le temps, évidemment. Puis avec la suite qui arrive. À voir comment ça va se goupiller, puisque l'animé a pris encore une fois une route différente, a pris un choix différent de la série de jeux. Donc on verra bien lors de la seconde moitié, qu'est-ce qu'ils vont faire. Qu'est-ce qu'ils vont choisir? Est-ce qu'ils vont fusionner à nouveau deux routes différentes? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour la fin? Parce qu'il va bien falloir finir correctement sans trop être incohérent au jeu, puisque la première partie de l'animé a fusionné la route A et B. On va voir comment ils vont faire pour la seconde moitié. Est-ce qu'ils vont fusionner les routes C, D, E, F et j'en passe, et les moultes fins aussi qui nous mettent à la fin des épisodes? Bref, vous voyez un peu de quoi je veux parler. Je suis pas 100% amoureux du bordel, mais je suis assez fan maintenant pour suivre un peu l'actu et pour m'intéresser de fond en comble à ce que raconte l'univers, qui n'est pas forcément compréhensible au premier visionnage ni à la première route qu'on fait du jeu. Faut pas s'arrêter à la première route, faut vraiment faire toutes celles qui sont à disposition du jeu, et puis les moultes fins, bien sûr, les fins gags que Yoko Taro a mis en place dans ces jeux-là. Je crois pas que Répliquant ait non plus 50 fins, mais Automata, il y a 50 milliards de fins différentes. Je crois qu'il y a 36 fins différentes, un truc comme ça. J'exagère un peu, mais je crois que c'est bien, je crois que c'est ça, il y a 34 fins différentes, dont évidemment une trentaine de fins gag, hein, une trentaine de fins gag qui comptent pour le 100%, il me semble d'ailleurs. Mais bref, vous voyez, j'aime beaucoup cet univers. N'hésitez pas à vous pencher ne serait-ce que dessus, si jamais vous en avez un petit peu entendu parler. Puis, ah oui, j'oubliais, dans Répliquant, il y a le Grimoire Weiss, bien sûr, le Grimoire Weiss. Cet homme est incroyable. Alors je parle d'un homme, mais c'est un livre. Mais Grimoire Weiss, bien sûr. Comment j'aurais pu oublier Grimoire Weiss? C'était tout pour moi. Merci à tous et à la prochaine. Ciao.